Dans les années 90, Nintendo et Sega se faisaient la guerre. Même si, au fil des années, Mario a su imposer sa suprématie, il aurait très bien pu échouer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, car croyez-moi, des projets qui auraient pu à jamais creuser la tombe de Nintendo, il y en a eu. Pourquoi la Wii U a été un échec ? Projet Café, c'était le nom de code de la Wii U annoncé durant l'E3 2011. Beaucoup l'attendaient. Elle avait été présentée comme une console révolutionnaire, accompagnée de sa manette tactile avec un écran directement intégré, le gamepad. La console à première vue avait tout pour plaire, mais non. À sa sortie, c'est le bide, 15 millions de ventes au total. Dites-vous que la Wii s'est 7 fois plus vendue qu'elle, ses concurrents l'ont écrasé. Sony a vendu 110 millions de PS4 et Microsoft 50 millions de Xbox One. Un tel bide pour une console n'était pas arrivé depuis 86 avec la Master System de Sega et c'est un peu plus de 13 millions de ventes. Mais pourquoi un tel échec ? Ça se résume en un seul mot, communication. Avec le temps, on le sait, Nintendo c'est pas les champions au niveau marketing. Pas vrai ? La Wii U, elle s'appelle la Wii U. Dans la tête des consommateurs, cette console n'en était pas vraiment une. Elle était plus un accessoire de la première du nom, la Wii, comme un nunchuk. Pour vous dire, beaucoup de personnes pensaient que la Wii U c'était juste le gamepad, alors que pas du tout. Son seul nom aura réussi à la laisser dans l'ombre de sa cadette. Les pubs non plus n'arrangeaient rien, elles étaient trop similaires à celles de la Wii. Au lieu de dire on a une nouvelle console trop puissante, c'était toujours des images d'enfants et de parents qui s'amusaient ensemble. L'autre problème, c'est la manette qui a pas mal été critiquée par les journalistes. Déjà, on pouvait même pas utiliser plusieurs gamepads par console, les autres devaient jouer avec des vieilles Wiimotes toutes pétées. C'est honteux! Le gamepad était censé être une révolution, mais pas du tout. Il est pas ergonomique, trop volumineux et difficile d'utilisation. Peu de jeux en utilisaient le plein potentiel. Le gyroscope et les amiibo, tout le monde s'en fout. On parlera même pas du catalogue de la console, très peu de gros jeux, c'est très décevant. Même Reggie, fils aimé, reconnaîtra les erreurs de communication sur la Wii U. Nintendo arrête la production au bout de 4 ans à peine pour sortir la Nintendo Switch. La Wii U est un bide, dites-vous qu'il y a plus de gens qui ont vu la vidéo de Cyprien sur elle que de personnes qui l'ont acheté. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quand la 3DS a failli tuer Nintendo. Non mais attends mec, dis pas n'importe quoi, la 3DS elle a ultra bien marché. Oui, c'est ce qu'on peut penser, mais cette console aurait pu elle aussi, à l'instar de la Wii U, tuer Nintendo. Après le succès planétaire de la DS, Nintendo pensait frapper aussi fort avec la 3DS, raté. La console possédait un line-up de lancement très faible. En France, on a eu le droit à une dizaine de jeux et des trucs vraiment pas ouf. Surtout aucun gros titre de Nintendo qui aurait pu pousser à l'achat. Ils ont quand même très vite pallié à ce problème en sortant des jeux comme 3D Land ou encore Zelda Ocarina of Time. Les premières semaines de commercialisation ont été très compliquées, moins d'1 million d'exemplaires vendus. Au Japon, ça se vend, à l'étranger, beaucoup moins. C'est les mêmes problèmes que pour la Wii U. Un nom pas très clair qui ressemble trop à la console précédente, mais aussi une technologie clairement gadget. Si pouvoir jouer en 3D sans lunettes paraît incroyable, dans les faits, c'est des gens qui se plaignent d'avoir mal aux yeux et à la tête. Résultat, tout le monde l'a désactivé. Ça servait à rien. Preuve étant, ils ont sorti quelques années plus tard la 2DS où ce mode n'existait pas. Là encore, le principal argument de vente est devenu le plus gros défaut de la console. Autre souci, le prix. Les consoles portables ne coûtent pas très cher. Vous pouviez trouver la DS à 125 €, la 3DS elle coûtait le double, environ 250 €. Rapidement, Nintendo a dû passer sous la barre des 150, probablement à perte. Si cette console était faite pour flopper, elle a quand même su conquérir le cœur des fans, en proposant un super catalogue de jeux et en répondant à leurs attentes. Nintendo et son pacte avec le diable. Dans les années 90, Nintendo et Sony étaient potes. Ils avaient même prévu de lancer le développement d'une console en partenariat, en parallèle de la Nintendo 64. Alors ils ont commencé à travailler ensemble sur un périphérique permettant de jouer à des jeux CD-ROM pour la Super NES. Seulement, cette console ne verra jamais le jour. Les deux entreprises commencent à s'embrouiller. Sony porte des accusations sur Nintendo comme quoi ils essayent de limiter et de ruiner le projet. Ces derniers leur reprochent de vouloir garder la technologie qu'ils développent pour eux seuls. Nintendo décide en 92 de mettre fin au partenariat et les prototypes de cette console disparaîtront de la circulation. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'en 2015. Un prototype a été sauvé de la casse par un homme, Olafsson, ancien dirigeant de Sony. Il était parti diriger une autre société, Advanta, et emportera avec lui un prototype. Il la mettra aux enchères quelques années plus tard et un de ses employés le lui achètera pour 75 $. Il va offrir cette console à son fils qui organisera plus tard lui aussi une vente aux enchères. La console partira pour 360 000 $ en 2019. Mais il faut savoir qu'un Norvégien avait proposé
dépensé bien plus, près d'1 million de dollars pour pouvoir acquérir cet artefact. Nintendo avait trahi Sony en les laissant seuls. Très bien, le karma rattrape vite. Ils allaient détruire Nintendo. Ils sortiront en 94 leur PlayStation, c'est un carton, 102 millions d'exemplaires distribués en 2007. Big N a perdu de l'argent en développant une console qui ne verra jamais le jour, et en mettant un couteau dans le dos à Sony, ils ont finalement donné naissance à un nouveau concurrent. Dites-vous que sans ça, PlayStation aujourd'hui n'existerait pas. C'est probablement l'erreur la plus regrettable de Nintendo s'il n'en avait pas commis une autre. Après le partenariat brisé avec Sony, Nintendo s'est tourné vers Philips. Leur accord sera annoncé pendant une conférence où le directeur de Nintendo America, Howard Linkold, monte sur scène et révèle son plan. Les employés de Sony sont choqués. Ils n'étaient même pas au courant que Nintendo travaillait en secret avec une firme concurrente. Le contrat entre Philips et Big N était simple. On développe un lecteur CD pour la Super Nintendo. En échange, il doit être compatible avec notre console, la CDI. Finalement, aucun lecteur ne sera construit pour la Super NES. Par contre, Philips va demander à Nintendo une faveur. Ils souhaitent exploiter sur leur console leur licence et donc leurs personnages, notamment Mario et Link. Nintendo va encore une fois dire oui. Grave erreur. Est-ce que vous connaissez ces mèmes? Squadala, nous sommes partis. Non. Ils viennent tout droit de jeux sortis sur la CDI, à savoir Link Face of Evil et Hotel Mario, deux des pires jeux vidéo jamais créés. Les jeux sont bâclés, buggés jusqu'à la moelle, pas drôles, mal pensés, à peine finis, et ces animations, ces animations, mes yeux! Cette console est tristement célèbre pour ses productions décevantes. Son développement a duré 7 longues années pour aboutir à un résultat pareil. La console, ou plutôt les consoles, ne se vendent pas parce que oui, il y en a eu plusieurs, environ une dizaine de modèles commercialisés pour à peine 1 million de ventes. Avec ça, la réputation de Nintendo prend un coup, détruisant une partie de son image de cadre du jeu vidéo. Désormais, ils réfléchiront à 2 fois avant de donner les droits d'exploitation de leur propriété à n'importe qui. Nintendo versus le monde. Nintendo a pendant longtemps été en conflit avec d'autres constructeurs comme Warner Bros. Ils ont depuis toujours imposé des critères de publication de jeux beaucoup trop durs à respecter. Les jeux devaient être à destination d'un public familial. Si un jeu un peu gore sortait sur leur console comme le premier Mortal Kombat, soit il était censuré, soit il était juste pas publié. Il n'y avait pas masse de jeux matures sur leur console, les limitant ainsi à un public jeune. Rare a aussi été victime de ce problème. Il développait pas mal de jeux pour Big N comme Diddy Kong Racing et Banjo-Kazooie. Si ce studio était la poule aux œufs d'or de Nintendo, le seul capable de faire d'aussi bons jeux qu'eux, des tensions vont commencer à apparaître entre les deux. Un jeu, Conker's Bad Fur Day, a tout fait basculer. Nintendo a refusé de faire éditer le jeu car il était trop violent et grossier. Ils voulaient le changer pour le rendre plus lisse, Rare ne voulait rien savoir. Ils se tourneront vers THQ pour le distribuer, ce jeu sera un échec commercial. Rare au bord de la faillite, ils iront voir Nintendo pour vendre leurs actions. Ces derniers étaient déjà propriétaires à 49% du studio. Ils refusent l'offre et les patrons de Rare seront forcés de vendre leurs 51% d'actions à Microsoft. Nintendo fera pareil, écrivant ainsi le dernier chapitre de leur histoire avec ce studio légendaire. En plus, faut le dire, développer un jeu sur une console de Nintendo, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, il y avait pas mal de contraintes techniques. La 64 utilisait des cartouches très petites, donc c'était galère de créer un jeu sans dépasser la limite de stockage. La GameCube, elle, fonctionnait avec des disques plus petits que les autres consoles du marché, bref, c'est super compliqué de faire un portage dessus. Quand tu regardes la tronche des FIFA sur Switch, tu comprends vite que le manque de puissance des consoles est un frein à la création. Les studios de jeux doivent travailler et dépenser 3 fois plus d'argent pour publier leur production sur les consoles de la firme. Est-ce que ça valait vraiment le coup? La réponse est non. C'est pour ça que pendant longtemps, pas mal de développeurs tiers préféraient sortir leurs jeux sur Xbox et PlayStation. Nintendo a perdu beaucoup de partenaires à cause de ça, limitant ainsi son catalogue de jeux et son chiffre d'affaires. Quand Nintendo se moque des joueurs. Le online sur les consoles, ça date de 98 et la première à en avoir vraiment bénéficié, c'était la Dreamcast de Sega. Les joueurs pouvaient se connecter à internet grâce à leur ligne téléphonique. Après cette révolution dans le monde du jeu vidéo, beaucoup ont suivi la tendance dont Nintendo, sauf que leur online, il est claqué. La GameCube proposait de jouer en ligne sur quelques jeux, et déjà c'était pas terrible. Ceci dit, ça peut se comprendre vu qu'à l'origine elle était pas prévue pour fonctionner avec internet. Depuis la Wii par contre, Nintendo se fait casser les jambes sur les réseaux à cause de leur service. L'internet sur leur dernière console est désastreux. Quand ils avaient rendu le online sur la Switch payant, ça avait gueulé sur Twitter. 20 € pour un abonnement de 1 an, ça peut paraître rien, mais ça les vaut clairement pas. Ça a surtout fait jaser les pros de Smash qui se sont fait une fois sur deux déconnecter de leur partie. Si on peut pas vraiment appeler ça un échec commercial, on peut pas non plus appeler ça une belle réussite.
les consoles de Nintendo que vous ne connaissez pas. Produit à 100 000 exemplaires et vendu à 15 000, la 64DD est le plus gros échec de l'histoire de la firme. C'est pas une console à proprement parler, mais un périphérique de la 64. Il se connectait à la console pour lui permettre de lire des disques magnétiques, parce que la 64 utilisait des cartouches. Le problème de ces dernières, c'est qu'elles étaient assez limitées en stockage et leur coût de production était élevé, tout le contraire des CD-ROM. Nintendo se met donc à développer ce périphérique qui devait sortir en 97, seulement ce ne sera pas le cas. Nintendo repousse sa sortie une première fois et par la même occasion celle de jeux attendus comme Ocarina of Time. Ensuite Nintendo va encore repousser sa sortie jusqu'en 98 et à force de repousser la commercialisation, Nintendo se tire une balle dans le pied. Si au départ il y avait une hype derrière le projet, maintenant plus personne n'en parle. En plus Nintendo avait teasé en 1999 à l'E3 une nouvelle console, la GameCube. À quoi bon acheter le 64DD si d'ici 2 ans ce sera fait remplacer? Nintendo est entré en concurrence avec lui-même, c'est un fiasco, un projet mort avant sa sortie. La console s'est tellement mal vendue qu'ils ont dû jeter à la poubelle les 85 000 exemplaires invendus. En essayant de rattraper leur retard technologique, ils se sont pris un train. Et des trains, ils vont s'en prendre d'autres avec le Virtual Boy. Cette console permettait d'après Nintendo d'afficher de la 3D et de nous plonger dans un monde en réalité virtuelle. Ouah, trop cool! Bah non, c'est pas cool du tout. Je vous le rappelle, mais on est en 90. La 3D et la VR ne sont pas des technologies démocratisées et surtout, elles sont très mal utilisées. Le premier casque VR passable qu'on a eu chez nous, c'était l'Oculus Rift en 2012. Et ce dernier n'est pas exempt de défauts. Il avait une résolution pas folle, il faisait mal à la tête et il y avait 20 000 câbles à brancher pour jouer. Le Virtual Boy a tenté le pari un peu fou de proposer de la VR à un prix bas pour l'époque, moins de 200 $. Un faible prix, un catalogue de jeux pas mauvais et une manette plutôt bonne, mais ça n'a pas suffi. À vouloir aller trop vite, Nintendo s'est brûlé les ailes. La console n'était pas aboutie et aux yeux des gamers, la VR n'est pas quelque chose d'intéressant. On est en 95, à l'époque les jeux ça ressemble à ça. La console est un échec commercial pour plusieurs raisons, elle n'était pas agréable à utiliser, elle affichait que 2 couleurs rouge et noir, la VR n'était pas bien exploitée, on ne ressentait presque aucun sentiment d'immersion, elle provoquait des nausées, maux de tête, vomissements et j'en passe. Nintendo a bien essayé de baisser le prix déjà faible de sa console pour faire décoller les ventes, mais non, à peine 800 000 exemplaires vendus. En face, la Saturn sera un flop, moins de 10 millions de ventes, mais ça surclassera quand même très largement les chiffres du Virtual Boy. L'humiliation est totale pour Nintendo, la console sera très vite abandonnée. Cet échec leur servira de leçon. Autre flop, la Wii Mini. Malgré son faible prix, moins de 100 $, elle n'a pas su trouver preneur. Et pour cause, aucune rétrocompatibilité GameCube alors que la Wii en proposait une. Pas d'internet, donc pas de jeux en ligne ni mise à jour, alors que certains jeux en avaient besoin, comme Skyward Sword qui contenait un bug corrigé par un patch. Aussi plus de port SD, donc impossible de transférer ces jeux et sauvegarde d'une console à l'autre. Des périphériques limités, aucun bundle à sa sortie, la console souffre de tellement de problèmes qu'il serait impossible de tous les citer. Conclusion, à peine 100 000 ventes en 2015, soit quand même 3 ans après sa sortie, elle aura réussi à faire pire que la Wii U. Évidemment, Nintendo ne s'est pas planté que sur des consoles, il y avait aussi des accessoires, on peut penser au Power Glove, gant développé par Mattel et approuvé par Nintendo qui te permettait de jouer grâce à des capteurs de mouvement, ou encore ROB, petit robot que tu pouvais utiliser sur ta NES et qui te permettait de jouer à 2 sur certains jeux. Bon, le robot est super lent, il sert à rien, mieux vaut jouer avec une deuxième manette. Ça c'est super mal vendu, encore une fois Nintendo a essayé d'innover et a perdu, l'histoire se répète. Tout au long de son existence, Nintendo a commis des erreurs et continuera sans doute d'en faire dans le futur. Alors oui, certaines auraient pu être évitées, mais elles sont tout de même porteuses de leçons pour l'avenir. Espérons qu'ils arrivent encore et toujours à nous vendre du rêve comme ils le font depuis plusieurs années déjà.